La vidéo est lancée. Je vais juste aller me mettre sur Facebook, voir le résultat. Merveilleux. Ça semble bon. Voilà, ça fonctionne bien. Super. Donc, on peut commencer. Bonjour. Bonjour, docteur Karine Saint-Jean. Bonjour, Christelle. Comment je peux t'appeler pour l'entrevue? Est-ce qu'on fait ça au long ou il y a un diminutif de ce titre-là? Karine, c'est juste parfait. Karine, c'est bon. OK, parfait. Merveilleux. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation à mon atelier de quartier, de venir démystifier avec nous l'éco-anxiété. Merci beaucoup. Et donc, c'est un sujet qui nous touche ici à mon atelier. On a organisé donc le 15 octobre prochain un cercle de discussion sur l'éco-anxiété, justement. Et donc, c'est vraiment super de pouvoir explorer, aller un petit peu plus en profondeur pour les 30 prochaines minutes avec toi. Plaisir. Dans un premier temps, je te laisserai te présenter, pour qu'on puisse te connaître un peu mieux. Oui, donc je suis Karine, psychologue de formation. En fait, je suis psychologue depuis 17 ans déjà et je suis aussi facilitatrice en pleine conscience. Donc, j'explore, je pratique et j'accompagne des groupes dans leur exploration de la pleine conscience et légèrement éco-anxieuse aussi et très intéressée par le phénomène. Donc, voilà, j'arrive avec ce bagage aujourd'hui. Puis, on en entend de plus en plus parler de l'éco-anxiété. On se demande c'est quoi exactement? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un état d'être? Fait que ça serait bien peut-être juste d'emblée donner une définition de qu'est-ce que l'éco-anxiété. En fait, ce terme-là existe depuis la fin des années 90. Ça n'existait pas avant. C'est une journaliste qui a utilisé ce terme-là pour décrire un peu ce que vivaient des gens qui habitaient dans un village où un milieu aquatique qui était proche de ce village-là, qui était précieux pour eux, était en train de se faire détruire. Donc, toutes les émotions qui venaient avec ça. Cette journaliste-là a comme utilisé le terme éco-anxieux pour décrire ça. En 2015, si ma mémoire est bonne, l'Association américaine de psychiatrie a choisi de mettre une définition de ce terme-là, qu'ils l'ont défini différemment. Ils ont défini ça comme étant une peur chronique du désastre environnemental. Ceci étant dit, l'éco-anxiété, ce que beaucoup d'entre nous ressentent, c'est beaucoup plus complexe que juste une peur chronique. C'est surtout pas une maladie. Puis en fait, il n'y a pas beaucoup de recherche qui est faite là-dessus, puis c'est pas un diagnostic officiel. Donc, je pense qu'on peut utiliser ça. En fait, moi, je l'utilise et je le comprends, et beaucoup de chercheurs l'utilisent de cette manière-là, sur l'ensemble des émotions qu'on va vivre quand on contemple l'état de notre pauvre planète et du climat. Donc, on peut proclamer, je ne pense pas que c'est le bon terme, mais s'auto-diagnostiquer éco-anxieux. De ce que je comprends, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic d'un professionnel, par exemple, pour utiliser ce terme-là. Non. En fait, ça n'existe pas, ce diagnostic-là. Un diagnostic, là, c'est quelque chose qui vient, dans le fond, il faut que le mot soit écrit dans la Bible diagnostique de l'Association américaine de psychiatrie. Si ça n'existe pas là-dedans, ça n'existe pas dans la vraie vie. Je caricaturise un peu, mais ceci étant dit, il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'intensités à ce qu'on peut vivre. Donc, parfois, ce qui va arriver, c'est que l'intensité de notre éco-anxiété va affecter notre fonctionnement, va rendre notre vie difficile, elle va nous envahir. Puis à ce moment-là, ça peut valoir la peine, par contre, d'aller consulter un professionnel de la santé, pas tant pour avoir une étiquette diagnostique, mais peut-être pour comprendre un peu comment on peut composer avec ça. Puis dans cette sphère-là, il y a, si on veut parler de diagnostic, là, il y a toutes sortes de considérations qui ne sont pas encore démêlées par la science, mais est-ce que ce n'est pas un trouble d'anxiété généralisée, par exemple, qui se manifeste sous forme d'éco-anxiété? Là, ça devient un petit peu plus brouillon, là. Tout à fait. Donc, l'éco-anxiété, je comprends que c'est arrivé donc avec cette urgence climatique-là qu'on entend parler. Personnellement, étant dans le monde donc écologiste,
des 5-6 dernières années, mettons, on entend plus parler d'urgence vraiment. Oui. Et ça serait donc un terme qui arriverait avec cette urgence climatique-là, donc cette situation mondiale là, qu'on connaît de changement climatique. Oui, en fait, c'est un mot qu'on a identifié pour mettre un mot sur l'expérience de gens qui sont conscients de ça, qui portent ces préoccupations-là à différents niveaux, qui peuvent être sous forme d'anxiété, mais qui peuvent être sous forme de colère, de deuil, de tristesse, d'indifférence, d'impuissance. Là. Les émotions qui peuvent être vécues dans ce phénomène-là sont très, très variées. Ils ne sont pas juste de l'ordre de l'anxiété. Et je comprends aussi, vous le dites, donc vous avez parlé de conscience, donc ça veut peut-être que puis je m'intéressais aussi à savoir c'est qui exactement davantage les éco-anxieux. Peut-être qu'on reconnaît déjà certains types de personnes. Justement, je me disais peut-être des gens qui sont plus conscients de qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des changements climatiques. Les quelques études qui ont été faites, là, c'est surtout des sondages, les jeunes, donc les gens qui ont moins de 35 ans, moins de 30 ans, euh, même les plus jeunes, là, les ados, les enfants, sont ils le manifestent plus, ils l'expriment davantage. L'hypothèse qu'on fait, c'est entre autres, parce qu'ils sont très, c'est très, très, très conscients de ça, mais également, c'est eux qui vont porter le fardeau. Hein. Donc, les femmes ont davantage tendance à être éco-anxieuses que les hommes. Les gens qui ont un sens de l'identité environnementale très fort, donc il y a une connexion à la nature forte, ont plus de chances d'être éco-anxieux également. Les gens qui avaient des préoccupations environnementales, bien évidemment, eux aussi, plus de chances. Et vous avez abordé l'idée de la question des émotions tantôt. Là. On peut parler de colère, de tristesse et tout ça. Puis, pour avoir lu votre livre que j'ai beaucoup aimé, là, Apprivoiser l'éco-anxiété, on parle d'éco-émotion. Donc, un terme que moi, j'avais jamais entendu parler. Et j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu plus de ces éco-émotions-là. En fait, je ne suis pas sûre que c'est un terme reconnu officiellement, mais je le trouvais sympathique pour englober l'ensemble de tout ce qu'on peut vivre face au climat. Puis ça va inclure des sentiments, évidemment, de peur, une émotion plus de préoccupation, d'inquiétude. Ça peut prendre la forme de tristesse, ça peut prendre la forme d'une expérience de deuil, qu'on va appeler par exemple le deuil écologique. Ça peut prendre la forme de solastalgie. C'est un peu comme si on s'ennuyait de la maison alors qu'on est encore à la maison. Donc, c'est une émotion qu'on va ressentir quand on est assis. Par exemple, quand on marche dans une forêt, puis on est conscient que cette forêt-là, elle pourrait être détruite ou qu'elle va être détruite. Donc, c'est cette expérience émotive-là. Ça peut être de la colère, de la rage, de l'impuissance. Envers, par exemple, j'entends beaucoup les instances gouvernementales qui vont peut-être pas à la vitesse qu'on souhaiterait qu'ils aillent, envers la culture, les normes sociales. Ça peut être de l'indifférence, un sentiment d'impuissance, de résignation. Il y a des gens qui vont vivre des moments d'espoir aussi, des moments où ils vont être touchés par la beauté de la nature. Puis ça peut coexister avec un sentiment de tristesse parce qu'on est en train de la perdre. Donc, c'est toutes ces émotions-là. Ça peut être des émotions c'est pas un sentiment d'injustice, parce que les enjeux climatiques sont intrinsèquement liés aux injustices sociales, aux inéquités sociales. Donc, ça peut être tout ça et probablement encore pas mal plus. Ces émotions-là ont des effets physiques et mentaux sur la personne. Donc, ça peut se reconnaître de différentes façons, finalement. Il y a différents symptômes à l'éco-anxiété, de différents niveaux. Oui. Je vais juste faire une petite parenthèse. Vous allez sentir, là, je suis un petit peu résistante à cette terminologie diagnostic, symptôme. Je trouve que ça rend l'éco-anxiété comme une maladie, ce que ce n'est pas. En fait, l'éco-anxiété, c'est une réaction normale à une situation dans une situation très, très préoccupante. Le fait d'être préoccupé pour l'environnement, c'est sain. Ça nous dit que ça nous informe. Et toutes ces émotions-là, elles nous informent de quelque chose. Elles nous informent qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose qui est une valeur pour nous, qu'on valorise, qui fait sens pour nous, qui est menacé. Donc, évidemment, ça nous informe de quelque chose. Puis, évidemment, on va les sentir dans le corps. Il y a toutes sortes de manifestations des émotions. Puis, évidemment, plus elles sont intenses, plus elles sont fréquentes, puis plus elles deviennent complexifiées par toutes sortes de narratifs, des perceptions, évidemment, plus il y a de chances que l'on sente les effets dans le corps de manière un petit peu désagréable. Puis ça peut aller jusqu'à, il y a des gens qui vont rapporter maux de tête, maux de ventre, sensation de tension physique, manque de sommeil, difficulté de sommeil.
Ben, c'est ça, c'est vraiment on est plus dans une sphère là où c'est quand l'éco-anxiété devient un petit peu plus intense. C'est ça. Puis vous, ben, qu'est-ce que je trouvais hyper intéressant aussi, c'est que vous travaillez beaucoup avec la pleine conscience, qui est un type de méditation, en fait, donc qu'on peut faire. Et donc, vous faites ce lien-là, justement, entre la pleine conscience et l'éco-anxiété, entre autres, dans votre livre, qui serait un des moyens, justement, pour diminuer cette éco-anxiété-là. Oui. En fait, quand on ouvre cette porte-là de la pleine conscience, en fait, on entre, puis la façon dont moi je trouve qu'il y a des liens intéressants à faire avec comment on peut composer, apprendre à être avec notre éco-anxiété. Évidemment, il y a la pratique méditative, là, donc s'asseoir puis pratiquer toutes sortes de formes là, de pratiques méditatives qui sont dans la sphère de la pleine conscience. Là, donc, soit pratiquer une méditation d'attention pour amener une capacité à se centrer, à aussi sortir de nos narratifs de pensée, ou en tout cas cultiver une perspective par rapport à ça. Ça peut être aussi une des méditations de compassion. Mais la pleine conscience, c'est beaucoup plus que la méditation, hein. C'est des attitudes qu'on va cultiver. C'est aussi une façon d'être en relation avec l'expérience. Donc, évidemment, à ce niveau-là, si on y va vraiment à la base, là, on sait qu'être en présence de la nature, ça apaise. Ça a des effets bénéfiques sur le corps, sur l'anxiété. Donc, évidemment, si on est dans la nature, puis on est plugué sur notre téléphone ou on est à ruminer tout le sort des koalas qui sont brûlés en Australie, on n'est pas en présence de la nature. On est physiquement dans la nature, mais la tête est ailleurs. Donc, évidemment, la pleine conscience, quand on la cultive, elle nous permet de se rendre compte de ça, puis de faire le choix de ramener l'attention à travers nos 5 sens, donc dans l'expérience. Donc, évidemment, on peut profiter de la nature, puis ça peut avoir un effet apaisant. On peut aussi se rendre compte que notre tête, des fois, est perdue dans toutes sortes de narratifs. Hein. On rumine les 3 heures du matin, puis on est en train de ruminer sur cette histoire de pipeline, que si elle est construite, il va y avoir des effets négatifs, puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis comment ça se fait que les gouvernements... 3 heures du matin, on est dans le lit. Oui, on tourne en rond. Voilà. Mais la pleine conscience nous amène à devenir conscient de ça, puis après ça, on peut cultiver toutes sortes de pratiques pour sortir de ça, puis revenir peut-être dans la respiration, dans le corps. Toutes sortes d'autres applications aussi, comment on peut apprendre à composer avec des émotions négatives, comment on peut apprendre à être avec ça plutôt que d'essayer de les fuir ou de les changer. Donc, la pleine conscience nous amène non seulement à voir ça, mais à trouver des façons de le faire. Tout à fait. Puis, vous avez dit quelque chose de super important que, ben, en fait, de passer du temps en nature, ça calmait l'esprit. Puis, je vous l'ai entendu dire plusieurs fois en entrevue ou dans le livre. En fait, vous l'avez aussi écrit comme quoi, pour s'occuper, justement, pour être bien, pour s'occuper de la nature, de notre environnement, c'était très important avant tout de s'occuper de soi-même, de prendre soin de soi. Puis, à mon atelier de quartier, on est aussi beaucoup dans cette philosophie-là. On essaie de mettre ça de l'avant. Et je trouvais ça vraiment intéressant que vous aussi, vous en parliez sur différentes tribunes. Donc, vous croyez beaucoup à ça également? Ben, en fait, je crois que l'équilibre se joue entre être capable de prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de soi, on n'a plus d'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre. Et d'équilibrer ça avec toutes sortes d'actions qui nous permettent de prendre soin de la nature de quelconque façon, que ce soit à travers l'activisme, le recyclage, là, le champ est large. Mais dans le fond, c'est dans cet équilibre-là. Mais en effet, si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas avoir d'énergie pour faire l'autre bout. Fait que c'est pas particulièrement utile. Tout à fait. Là, vous parlez d'activisme, donc d'actions qu'on peut poser. De ce que j'observe, de ce que je vis aussi dans votre livre, on le retrouve aussi. Donc, quand on est dans l'action, ça permet aussi de pouvoir peut-être trouver un sens à ce qu'on vit, ou du moins participer à essayer que les choses aillent mieux. Donc, on se sent impliqué. Puis, ça a un effet aussi sur cette éco-anxiété-là, ce stress-là qu'on peut avoir face aux enjeux environnementaux. Tout à fait. Puis peut-être une des façons, moi, que j'aime bien le concevoir, c'est à travers la notion d'espoir actif, qui est une notion qui a été développée puis mise de l'avant par une auteure qui est Joanna Macy. En fait, c'est une écologiste, elle est enseignante bouddhiste aussi, donc tout ce qui touche la sphère de la pleine conscience. Et cette idée d'espoir actif, c'est l'idée de dire que je vais cultiver l'espoir, mais un espoir qui est réaliste, qui est intelligent, à travers des actions qui vont dans la direction de ce que je veux voir arriver. Donc, évidemment que ça permet de donner un sens à notre éco-anxiété, de dire, ben oui, il y a quelque chose d'important qui m'informe que on a besoin de faire quelque chose collectivement. Puis moi, comme personne, ben, je travaille dans cette direction-là.
Donc, c'est là où on va trouver sens à nos actions, puis on va pouvoir canaliser les émotions qu'on vit dans cet effort-là. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être de l'activisme, là, on s'entend, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à un plan individuel, citoyen, social, macro. Ça dépend un peu là, de ce qu'on préfère, de ce qui fait sens pour nous, là. Oui, c'est ça. Puis comment on peut s'impliquer? Parce que des fois, on s'imagine que des actions au niveau local, bon, ça vaut pas vraiment la peine, on peut pas rien faire, on peut pas rien changer. Donc, il y a des fois, on devient peut-être un peu pessimiste face à ça, au pouvoir du changement. Qu'est-ce qu'on a comme impact social, finalement? Puis qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'agir localement? En fait, il y a, d'une part, je pense que faut faire un effort conscient pour voir où il y a de l'espoir, puis voir où il y a des belles choses, parce que, bon, on est tellement submergé de mauvaises nouvelles, on dirait que des fois, on perd de vue qu'il y a des belles affaires aussi. Puis, je l'ai déjà raconté, cette anecdote-là, mais je la trouve très belle. Je marchais dans un parc à Montréal, puis il y a quelqu'un qui avait laissé traîner un gobelet par terre. Puis il y a une petite fille avec sa maman qui marchait, puis la petite fille, elle a pris le gobelet, elle s'est penchée, elle l'a ramassé, puis elle l'a mis dans le sac, puis elle a dit à sa mère: On va le mettre au recyclage à la maison. Puis du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un qui venait de jeter quelque chose à terre qui, en catimini, s'est penché pour la ramasser. Puis je trouve que cette anecdote-là, il est pour moi un peu à l'essence de l'importance des actions individuelles. C'est-à-dire que cette petite fille-là, sans s'en rendre compte, elle a conscientisé quelqu'un, puis elle a influencé quelqu'un. Puis évidemment, tu sais, si je prends moins la voiture, si je fais des choix conscients quand je consomme, si je consomme moins, si je réutilise, si je répare plutôt que d'acheter, bien, ce que je fais, c'est que j'ajoute ma voix à un mouvement de consommateur qui va peut-être moins consommer. Donc évidemment, si tout le monde consomme moins, bien, tu sais, tout le monde n'a pas le choix de s'ajuster. Puis je ne veux surtout pas dire que les actions individuelles sont les seules suffisantes et que le poids repose sur l'individu uniquement. Je pense que les gouvernements, les entreprises ont aussi des choix à faire et des actions concrètes, mais je ne minimiserai pas l'effort du pouvoir individuel. Je pense que c'est essentiel. Puis évidemment, si on le fait dans une petite collectivité, comité éco-citoyen, on se joint à un atelier de quartier, puis ensemble, on décide de sensibiliser le quartier à des meilleures pratiques environnementales, bien, tous ces gestes-là ont un impact. C'est pas pour rien que maintenant, on en entend autant parler. Bon, il y a l'urgence qui s'intensifie, mais la conscience collective, elle est beaucoup plus aiguisée, donc c'est davantage dans les médias, c'est davantage dans le discours public. Ça a un impact, ce qu'on fait, là. Et c'est sûr que si on est toujours dans les médias, puis vous en parlez aussi dans le livre au niveau de l'actualité, moi, comme éco-anxieuse, des fois, j'ai le réflexe de complètement arrêter de lire l'actualité, d'écouter, parce que ça me calme à l'intérieur, mais c'est intéressant parce que vous n'avez pas nécessairement ce même discours-là à dire c'est important quand même de rester informé et de ne pas complètement se couper de qu'est-ce qui se passe finalement à l'extérieur de nous. Oui, tout à fait, mais ceci étant dit, des pauses temporaires de quelques jours, quelques semaines peuvent être tout à fait bénéfiques et nécessaires. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est notre meilleur indice, c'est comment on se sent à l'intérieur quand on consomme des nouvelles. Donc, évidemment, on veut, c'est le même principe que l'alimentation, on va avoir vraiment des sources d'informations variées, idéalement des sources ancrées dans la science, puis noter, quand ça devient trop intense, puis ça nous submerge, bien, peut-être que c'est le temps de prendre une pause. L'idée, c'est qu'on ne veut pas éviter complètement de s'informer parce qu'on ne pourra pas prendre de bonnes décisions. Et malheureusement, des fois, quand on est seulement dans les médias sociaux, ça peut venir renforcer notre éco-anxiété avec l'algorithme qu'on connaît. Donc, on va venir aimer des publications qui renforcent des fois qu'est-ce qu'on pense, puis ça peut nuire finalement à la vraie réalité, si on peut dire, là. Tout à fait. Puis le cerveau, même sans Facebook et tous ces algorithmes qui nous poussent de l'information cohérente avec ce sur quoi on clique, là, le cerveau fait ça tout seul. Il va avoir tendance à aller chercher de l'information qui confirme ce qu'il pense déjà. Fait qu'évidemment, puis il va avoir tendance à être attiré par de l'information plus spectaculaire. Puis plus ça va, plus on est habitué de lire des petites affaires avec un nombre limité de caractères, bien, plus le cerveau a tendance à s'en aller vers ça. Donc,
à nous faire perdre un peu notre habileté à s'intéresser à des textes peut-être un petit peu plus compliqués, qui sont ancrés dans la science, qui sont un petit peu plus lourds à lire, mais qui vont nous permettre d'avoir une perspective un petit peu plus nuancée. Fait que des fois, ça va demander un effort, en effet, d'aller vers ce type d'information-là, mais ça va nous permettre de réduire quelque part notre éco-anxiété, ou de l'ancrer, en fait, dans une préoccupation qui est mieux informée. Parce que c'est clair que si on s'informe, on va être un petit peu préoccupé. Parce Oui, que la situation est préoccupante. la situation est préoccupante, en effet. Puis, malgré tout, dans les solutions que vous abordez dans le livre, vous parlez de rester positif. Donc, puis des fois, on se dit, mais comment on peut rester positif? Tu sais? Mais ça serait une des solutions. Donc, c'est au niveau du mental que ça joue sûrement. C'est un état d'être, finalement, de rester positif malgré l'état préoccupant qu'on connaît. En fait, on n'a pas beaucoup de contrôle sur comment on se sent. La seule affaire qu'on peut faire, c'est mettre des conditions qui nous permettent d'augmenter les chances qu'on va mieux se sentir. Donc, évidemment, si je fais un effort conscient, par exemple, moi, quand je marche sur la rue, je vais essayer de porter attention à toutes les petites choses que je vois qui m'informent que les gens font des efforts. Fait que, par exemple, tu sais, les boutiques qui nous informent qui ont limité l'emballage, les gens au marché qui apportent leur sac, bon, toutes ces petites choses-là. Donc, je vais faire l'effort de porter attention à ça. Puis parce que je fais l'effort de porter attention, mais là, j'accumule de l'information qui me dit, ah, il y a peut-être un peu d'espoir. Fait que là, l'espoir ou le sentiment de, ouais, on va le nommer comme ça, l'espoir, bien, il peut être cultivé. Même chose, je vais essayer de faire l'effort de lire certaines nouvelles qui sont positives, qui sont agréables. Donc, évidemment, qui m'informent qu'il y a toutes sortes d'industries, toutes sortes de mouvements qui se passent. Ça, ce que ça fait, c'est que ça me permet éventuellement de venir équilibrer toute l'information négative que j'ai avec de l'information positive, sans tomber dans un monde de licorne puis d'arc-en-ciel où est-ce que tout est beau, tout va être correct. C'est juste que je veux être capable de porter les deux types d'informations, savoir que les deux peuvent coexister. Ça va me permettre peut-être d'avoir un petit peu plus d'espoir, puis aussi de m'informer sur plein d'affaires que je peux faire pour contribuer davantage. Donc, ça a aussi ce double bénéfice-là. Donc, ça dépend de notre perception des choses. Finalement, c'est intéressant. Ça dépend quelles lunettes on met, finalement, dans notre réalité pour percevoir. Oui, tout à fait. Où on choisit de porter notre attention, puis ce qu'on choisit de nourrir, en effet, comme perspective. Puis, avoir la chance, j'ai la chance de vous avoir là avec moi. J'aurais aimé ça vous entendre un petit peu sur l'éducation avec les enfants. Donc, des fois, on est stressé avec justement les enjeux qu'on connaît, on peut devenir anxieux. Et là, on a quand même cette éducation à faire envers nos enfants, puis on veut pas transmettre cette espèce d'angoisse ou de stress pour leur futur et tout ça. Donc, j'aimerais ça vous entendre à savoir comment on fait, quel discours on a avec nos enfants pour quand même qu'ils gardent justement cet espoir-là. On veut pas, mais quand même d'avoir un discours réaliste. Donc, d'avoir un équilibre entre les deux, là. Mais je pense que ça dépend beaucoup. Là, la question est un petit peu compliquée à répondre parce que ça dépend, tu sais, les enfants ont quel âge, puis ça dépend à quel type d'information ils sont confrontés, puis comment ils vivent ça. Il y a des enfants qui, même très jeunes, vont vivre beaucoup de peur pour le futur parce qu'ils ont entendu des enfants plus vieux, leurs frères, quelqu'un à l'école, les jours, tu sais, ils ont entendu quelque chose à la télé. Puis ça leur a fait vivre toutes sortes de craintes. Fait qu'évidemment, quand on est dans ce registre-là, là, il faut mettre en place toutes sortes de moyens pour aider les enfants à s'apaiser. Donc, là, on va être plus dans la sphère de comment on accompagne un enfant anxieux. Mais si on veut simplement aborder le sujet avec nos enfants, ben, je pense que vous l'avez bien nommé, là, la clé est dans l'équilibre, c'est-à-dire de présenter de l'information qui est concrète, qui est aussi adaptée à l'âge de l'enfant. Donc, au niveau d'abstraction qui est capable, mais je pense que c'est important de donner de l'information concrète sur c'est quoi ça, les changements climatiques, d'une part. Puis, c'est quoi les impacts potentiels? C'est quoi les solutions potentielles? Et jusqu'à quel point, bon, ces solutions, tu sais, il y a des gens qui y contribuent. Et aussi, comment on peut amener nos enfants à trouver leur propre façon aussi de contribuer positivement. Donc, on veut équilibrer la compréhension qui est un petit peu plus comme mentale, là, je comprends qu'est-ce que c'est les changements climatiques, avec qu'est-ce qui est fait en général et qu'est-ce que moi je peux faire. L'idée derrière ça, c'est qu'on veut éviter un discours où on va faire porter la responsabilité
des actions qui vont être prises sur les enfants. Il y a beaucoup ce discours-là où est-ce que, tu sais, les adultes, des fois, surtout dans la sphère politique, là, on sait que c'est souvent géré avec un coup sur un horizon de 4 ans, là. Mm-hmm. Mais il y a cette idée de, tu sais, les jeunes sont mobilisés, les jeunes vont faire quelque chose. Mais c'est un fardeau immense qu'ils portent, puis on veut surtout pas faire ça. Et nous, comme adultes, ce que ça demande, c'est d'apprendre à gérer notre anxiété, d'une part, parce que ce qu'on porte comme émotion, les enfants vont la ressentir. Donc, il faut nous-mêmes être ancrés dans ce joyeux mélange d'espoir, euh, une capacité à s'apaiser, puis à ne pas se laisser porter par des narratifs trop catastrophiques, et aussi à nous avoir une bonne connaissance de ce que c'est pour être capable d'en parler de manière claire. Fait que je dirais que c'est cette espèce de combo-là chez l'adulte qui va faire en sorte que ça va être plus facile d'en parler chez l'enfant, avec nos enfants, oui. Puis je retiens aussi tout à fait de ne pas mettre le poids sur les enfants ou même les adolescents qui de plus en plus peuvent devenir éco-anxieux justement en se disant, ben ça repose sur vos épaules maintenant, gang, si vous voulez que le monde aille mieux. C'est très lourd à porter comme responsabilité. Très lourd à porter, surtout qu'ils n'ont aucun pouvoir d'influence maintenant. Ils n'ont pas le droit de vote en plus. Ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas de pouvoir d'achat financier tant que ça. Fait que c'est insidieux un petit peu comme message. Puis je pense que nous, comme adultes, c'est aussi on enseigne par l'exemple. Souvent, c'est vraiment plus rassurant pour les enfants, tant dans ce qu'on peut faire que dans comment on se gère aussi. Tout à fait. Mais le temps passe. Je sais que moi, vous me faites du bien à vous entendre. Merci beaucoup. Puis sûrement qu'il y en a d'autres justement qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter, donc vous inspirez beaucoup. Merci pour votre travail. Puis j'aimerais savoir juste un peu, vous, vos projets, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous continuez à travailler sur le sujet de l'éco-anxiété? Je sais que vous avez aussi parfois vous animez justement des groupes sur l'éco-anxiété. Pour l'instant, il y a quelques projets qui sont davantage pour essayer d'outiller les professionnels, donc les psychologues, à composer avec cette éco-anxiété, aider leurs clients, parce que pour les gens pour qui l'anxiété est plus élevée, des fois, on a besoin d'un petit coup de main. Sinon, il y a un atelier qui se trame, donc un atelier pour tout le monde, là, de quelques semaines, pour justement créer un espace où on peut parler de notre éco-anxiété, mais aussi explorer différents outils. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se manifester, là, mais peut-être au printemps, là, on en discute avec un collègue, mais ça se trame. De ce que je comprends, on est un peu au début de l'éco-anxiété, dans le sens que c'est un sujet qu'on va entendre de plus en plus parler, d'après moi, dans les prochaines années, justement. Il va y avoir de plus en plus de travail fait là-dessus. Tout à fait. Vraiment. Ben, je vous remercie énormément pour votre temps. Puis, merci beaucoup. Puis, en tout cas, j'encourage tout le monde d'aller vous procurer votre livre qui est fort intéressant, super inspirant. Donc, Apprivoiser l'éco-anxiété. Donc, Dr. Karine Saint-Jean. Merci énormément. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, Christelle. Plaisir. Bye bye. Bye bye.